Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ce programme très alléchant sur les antennes de l'Intelligent TV, la revue de presse grand format. Très heureux de vous retrouver ce soir encore une fois de plus avec nos invités pour décrypter ensemble ce qui aura marqué l'actualité nationale et internationale cette semaine. Nos invités justement sont Beta Michel, bonsoir. Bonsoir Koné. Vous êtes directeur de publication du journal Le Bélier. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dao Sekou, bonsoir. Bonsoir Koné. Analyste politique, merci également à vous d'être présent sur ce plateau. Merci. Merci à tous les deux de l'amitié que vous nous faites en répondant favorablement à nos invitations pour décrypter l'actualité sur les antennes de l'Intelligent TV. Alors messieurs, ce soir, nous allons nous intéresser à l'interview accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara à France 24 et RFI, notamment ses propos en lien avec la présidentielle de 2025 et avec le départ de la force militaire française Barkhane du Mali. On va évoquer aussi cette polémique entre les députés RHDP et ceux du PDCI, RDA et EDS au sujet de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. On finira cette émission avec le 6e sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles en Belgique. Place à la première rubrique de cette émission, la synthèse de la semaine. En marge du sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles en Belgique, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a accordé une interview aux médias français France 24 et RFI. Il a été invité à se prononcer sur l'éventualité d'une candidature de sa part à la présidentielle de 2025. On va écouter ce que le président a donné comme réponse aux journalistes français. Quelle était ma décision? Je l'ai annoncé au mois de mars pour les élections qui devaient avoir lieu en septembre. Alors, donc, je n'ai pas de problème à me faire. Vous savez, j'occupais quand même des fonctions importantes avant de rentrer en politique. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Donc, en 2025, vous ne serez plus candidat? Non, écoutez, laissez tomber cela. En 2025, nous verrons bien. Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Dao Sekou, on va commencer avec vous. Quelle lecture faites-vous de ces propos du président Alassane Ouattara? Ok, il faut dire que j'ai été particulièrement séduit par l'oral, si je peux m'exprimer ainsi, du président de la République, lorsqu'il a évoqué cette histoire de la relève en 2025. Bien évidemment, j'ai toujours dit qu'il était dans la volonté du chef de l'État de passer le relais à une jeune génération. Et il avait déjà exprimé cela en 2020 en choisissant Feu Amadou Gon Coulibaly pour lui succéder. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. M. Ouattara, lorsque vous suivez son discours, vous voyez en lui un homme sérieux, qui est sûr de lui, qui maîtrise parfaitement son sujet. C'est ce genre de chef qui a une haute estime d'abord de sa personne et de la fonction qu'il exerce. C'est ça le vrai chef, le leader. Il ne donne pas le libre cours souvent à des pulsions, souvent de bas instincts. C'est un monsieur qui a une haute estime de sa responsabilité à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Donc quand il dit en 2025 qu'il a l'intention de passer le relais à une jeune génération, moi je lui fais entièrement confiance puisqu'il était dans cette logique déjà en 2020. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. En 2025, je pense qu'il est véritablement dans sa volonté de passer le relais à une jeune génération, comme il a si bien dit dans cette interview. Alors, Beta Michel, qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président Ouattara? Moi, j'ai été un peu choqué. Ouais, j'ai été très choqué d'entendre Ouattara, quelqu'un qui a basé toute sa politique d'opposance sur l'exclusion, de dire aujourd'hui que lui souhaite qu'on choisisse un plus jeune que lui, tout comme ses prédécesseurs. Ce n'est pas à Ouattara de choisir un candidat pour les Ivoiriens. Le peuple ivoirien est suffisamment mature, il pourra choisir le candidat que la loi permettra de choisir. Donc aujourd'hui, vous voyez, quand Ouattara dit comme ça, que lui, il souhaite qu'on choisisse quelqu'un de plus jeune que ses prédécesseurs, oui. Il aurait pu s'arrêter à lui seul. Il aurait pu s'arrêter à lui seul. Alors, qu'est-ce qui gêne? Non, mais ce qui est gênant, ce qui est gênant,
demain, pensez-vous que si une loi est prise pour limiter la responsabilité à la tête de l'État à un certain âge, vous pensez qu'on ne verrait pas sa main dedans, dans cette loi-là, dans cette décision-là? Mais c'est ce qu'il faut éviter. Ouattara, il a été ici en tant qu'opposant, il a dit, alors que la loi l'empêchait d'être candidat, il a dit que cette loi a été prise pour lui, contre lui, et pour qu'il ne soit pas candidat. Donc aujourd'hui, il faut éviter de donner libre cours à ce genre de schéma-là. Alors vous voyez un Ouattara dans une dynamique d'écarter. Mais naturellement, c'est ce qui nous donne à voir. C'est ce qui nous a donné à voir par son interview. C'est qu'il est dans la logique d'écarter ces deux candidats-là. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit être écarté, c'est le peuple qui doit décider. Ce n'est pas un individu, soit-il le président. Donc aujourd'hui, Ouattara nous a montré qu'il est dans la dynamique claire et nette d'écarter le président Laurent Gbagbo et de la course à la présidence. Il a quel intérêt à faire cela? Mais c'est ce qu'il nous a montré. Il a dit que pour lui, il faut qu'on choisisse une jeune génération autre que lui. Il faudrait puisse s'arrêter à lui seul. Parce que si tu veux pas, tu t'en vas. C'est une décision personnelle. Mais que de dire qu'il faut que on choisisse un jeune que ses prédécesseurs, je trouve que c'est indécent. Quand tu as basé ta politique d'opposant sur l'exclusion, il faut éviter des mots qui peuvent donner à libre cours à penser que tu veux exclure d'autres. Il faut donner l'occasion à tous ceux qui veulent se présenter au regard de la loi. Parce que la loi aujourd'hui permet à quelqu'un qui a 75 ans, au-delà de 75 ans, de pouvoir se présenter. Mais la limitation d'âge a été levée. Et c'est la loi que Ouattara a fait voter en 2016. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas venir donner l'impression que tu veux changer la loi et exclure d'autres candidats. C'est dommage. Moi, je crois que Ouattara n'a pas tiré des leçons de sa vie d'opposant et il veut encore nous faire revivre des tragiques situations que la Côte d'Ivoire a vécues en ce temps. Alors, c'est bien compris. Alors, Daousekou, effectivement, le président Ouattara, dans son interview, a dit ceci. En 2025, je souhaite que les Ivoiriens choisissent un candidat plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Alors, pour Beta, c'est une manière pour le président Ouattara d'écarter Henri Konan Bédié et puis Laurent Gbagbo. Non, je pense qu'il faut restituer les propos du président dans leur juste proportion. Lorsque Ouattara parle de passer le relais à une jeune génération, d'abord, il parle de son propre camp. Il parle au sein du RHDP. Il estime qu'à 80 ans, il y a des jeunes compétents, des jeunes intellectuels dynamiques qui peuvent faire le travail. Et que lui, à son âge, il serait mieux qu'il fasse valoir ses talents ailleurs, peut-être en matière de conseiller et tout ça. Et c'est un appel, il lance également au président Bédié, au président Laurent Gbagbo, pour leur dire qu'à cet âge-là, le rôle qui leur est dévolu serait le rôle de conseiller, d'encadreur, de figure tutélaire des différentes partis politiques, au lieu de s'engager dans l'arène, dans des combats politiques, il faut respecter pour prendre souvent des coups qui peuvent leur être préjudiciables. Donc je pense que c'est des bonnes guerres. Lorsque le président dit qu'il est bon de passer le relais à une jeune génération, moi je suis d'avis avec lui parce que et ça fait 30 ans. Est-ce que c'est au président Ouattara de décider de qui? Non, c'est un souhait. Oui, c'est un souhait. À ce niveau-là. Il émet un souhait. Et je pense que le souhait, il est légitime. Ça fait plus de 30 ans que les trois cristallisent le débat en Côte d'Ivoire. Mais si le président Ouattara veut partir, il peut partir et puis laisser les autres s'exprimer. Mais justement, il n'oblige pas les autres à partir. Il émet un souhait. Il dit qu'il souhaite. C'est un souhait. Oui. Avec leur âge, ils ont assez fait pour la Côte d'Ivoire. Le président Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 93 à 99. Malheureusement, un coup d'État a apporté un arrêt brutal à sa volonté de bâtir la Côte d'Ivoire avec son programme de défense d'Afrique. Le président Gbagbo également, pendant 10 ans, a œuvré à ce que la Côte d'Ivoire puisse sortir également la tête de l'eau. Aujourd'hui, Ouattara est en train de faire son mandat également. Donc, il estime qu'après tout ça, les trois ont eu à gérer la gestion étatique du pays. Il estime qu'il est temps que nous passions le relais à une jeunesse dynamique, compétente, qui peut également apporter sa touche à l'édifice. Et si ce souhait exprimé par le président Ouattara est rejeté par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, on peut s'attendre à quoi comme scénario? À un retour de Ouattara, il a dit dans un Ouattara candidat en 2025? Il a dit dans son interview, il dit quand on a évoqué le cas de Gbagbo, il dit que Gbagbo, ce n'est pas la République. Gbagbo n'est pas la République. Ouattara également, c'est vrai, il incarne, mais je pense que ce n'est pas à lui de décider. Il va laisser la latitude, il va falloir laisser la latitude à l'Assemblée nationale de poser un regard sur cette question-là. S'il faille que
la limitation d'âge reste en l'état ou s'il faut sauter le verrou de l'âge. C'est pas du. Le verrou de l'âge n'est pas à Ouattara. Ce n'est pas à Ouattara. Ça n'existe plus. Ce n'est pas à Ouattara de s'appesantir là-dessus. Il revient à l'Assemblée nationale de décider. Donc il aurait pu faire l'économie de son souhait. Alors justement, par rapport à cette volonté du député Saleh Tchimoko de limiter à 75 ans l'âge des candidats à l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je vois que les députés à l'initiative des lois aussi, tout comme l'exécutif, tout comme la présidente de la République. Donc je crois qu'il est dans son devoir de député, mais c'est aux Ivoiriens de décider et aux députés dans leur ensemble de décider. Mais quand Ouattara vient dire cela, on connaît son influence sur les députés RADP. Si jamais cette loi-là est introduite, parce que lui il a exprimé son souhait, il fera en sorte que ce soit appliqué. Parce que vous le voyez, chaque fois qu'une loi n'est pas du goût des opposants, elle passe à l'Assemblée nationale parce que le RADP est majoritaire. Donc si aujourd'hui le président a exprimé de façon ouverte que lui souhaite que ces deux autres-là soient écartés, il va s'en dire que quand la loi viendra, il emmènera ses députés à la faire voter. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est vraiment temps pour que ces trois figures politiques se retirent? Moi, j'ai trouvé qu'il était temps qu'on ne fasse pas 2 mandats et plus. Et Ouattara l'a fait. Moi, je trouvais tant qu'il était pour Ouattara bon, en 2020, qu'il laisse après 2 mandats, qu'il laisse le pouvoir d'État. Mais il est resté. Donc, ce n'est pas à moi de trouver bon. Moi, ce que je trouve bon, ce n'est pas ce que la loi trouve bon. Ce n'est pas ce que tous les Ivoiriens trouvent bon. Donc, moi, me trouver bon là. M'en trouver bon comme tu veux que je l'exprime ici. Ce n'est pas la volonté du peuple ivoirien. La volonté du peuple ivoirien, c'est que la loi sur laquelle le peuple s'exprime soit librement donnée au peuple pour s'exprimer. Aujourd'hui, la limitation d'âge a sauté. Donc, qu'on laisse les candidats aller librement aux élections, le peuple décidera. C'est tout. Alors, certaines personnes, quand elles interprètent ces propos du président Ouattara, elles estiment que c'est une manière pour le président Ouattara de conditionner sa candidature à celle de ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'une fois que Bédié et Gbagbo sont candidats, Ouattara reviendra comme il a fait en 2015, en 2020 pour dire les candidats. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, vous savez, Ouattara a cette manie, aujourd'hui je vois, et puis je le pense, d'infantiliser le peuple ivoirien. On ne choisit pas une candidature par rapport aux autres. On choisit une candidature parce qu'on estime qu'on peut apporter quelque chose et qu'on a du répondant pour conduire le pays plus loin. C'est tout. Ce que de vouloir lier sa candidature aux autres, je dis, mais attends, c'est de la moquerie ou bien c'est un jeu? La présidence, c'est pas un jeu. C'est trop sérieux. Vous dites, si Bédi est candidat, je suis candidat, ça veut dire quoi? Tu es candidat pourquoi? Propose un plan, propose un programme. Le peuple va apprécier. C'est pas par rapport à quelqu'un que tu es candidat. Mais en le disant ainsi même, c'est une manière d'infantiliser ce peuple-là. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Vous pensez que le président Ouattara est en train d'infantiliser le peuple ivoirien? Non, pas du tout. Je pense que le mot infantiliser est quand même trop fort. Je dis, Ouattara, il a toujours respecté le peuple ivoirien dans sa démarche. Il suffit de regarder un peu sa façon de gouverner. On sent quand même qu'il a une considération pour ce peuple ivoirien. D'abord, à travers même déjà les infrastructures qu'il met en place et puis à travers déjà tout ce qu'il a engagé avec l'opposition ivoirienne et avec les leaders, notamment le président Bédié et le président Gbagbo. Donc je ne peux pas dire que M. Ouattara infantilise le peuple ivoirien, non, pas du tout. Il a émis un souhait, je pense qu'il est bon que nous nous calmions là-dessus et que nous regardions l'Assemblée nationale qui... Il aurait pu commencer par regarder l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot par rapport à la candidature de Ouattara et de Bédié, M. Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que vous croyez vraiment en une volonté du président Ouattara de passer la main? Mais bien sûr, moi j'ai toujours dit... Quelque part, il dit il n'est pas à la recherche d'un job à 80 ans. Et puis, il dit encore, je souhaite que les Ivoiriens choisissent un candidat plus jeune que moi et mes prédécesseurs. Bon, oui. Non, j'ai toujours dit, lorsque quelqu'un parle, il ne faut pas trop s'appesantir sur ses mots. Regarde son attitude, regarde son comportement. Mais ce sont ces mots qu'on juge, justement. Mais justement, M. Ouattara, lorsqu'il s'exprime, vous voyez qu'il y a parfaitement un lien entre ses propos et son attitude même de chef. C'est un monsieur, j'ai toujours dit, c'est un monsieur qui est sérieux,
qui a une haute estime de sa fonction et de sa personne, il ne lance pas des paroles au hasard. Il sait ce à quoi cela l'engage. Moi, je dis que... Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est vrai, d'aucuns peuvent apporter des critiques, c'est leur droit. Nous sommes dans un pays démocratique, on ne peut pas confisquer la parole. Monsieur Betta, je le comprends, il est dans son droit, c'est tout à fait légitime qu'il trouve offusquant ce que M. Ouattara a dit. Mais je dis que Ouattara, tel que moi je le connais, c'est un monsieur qui effectivement épouse l'idée de passer le relais à une nouvelle génération. Il a déjà exprimé en 2020, avec la personne de Feu Amadou Gon Coulibaly. Mais ça ne s'est pas réalisé. Mais justement, il a dit de façon exceptionnelle. On était à quelques jours même, je dirais, de l'élection présidentielle. Et le délai était tellement court, le délai est parti tellement court qu'il était pratiquement impossible de trouver un candidat, Manu Militari, pour représenter le RHDP. Sinon, si on le faisait, le RHDP allait partir en lambeaux. Donc, en 2025 encore, s'il y a une situation exceptionnelle, Ouattara, justement, voilà pourquoi il y a une nouvelle loi sur la Constitution qui a mis des garde-fous pour ne plus que cela se répète. Voilà, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Donc, je pense qu'il a une volonté réelle de passer le relais à une nouvelle génération. Monsieur Betta, Ouattara, il a une volonté réelle de passer la main quand vous l'écoutez, quand vous analysez ses attitudes. Je l'ai dit, je le répète, hein, c'est pas Ouattara de choisir. Ouattara, tu veux passer le relais, tu quittes là, d'autres vont venir. Est-ce que vous pensez justement que mais c'est parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il ne veut pas. La vérité, c'est ça. Quand il dit c'est pas à lui de choisir, il dit tu vois, en fait, moi je dis que pour se retirer, c'est le seul poste où on demande qui veut. Hein, comment on dirait chez nous, qui veut. Donc je veux pas. Donc en le disant, je veux passer le relais, je veux passer le relais. Il parle de son camp, pas du RHDP. Non, il n'a pas eu peur de dire qu'il souhaite que Babou Bédé soit écarté. Mais d'abord, sa première volonté, c'est au RHDP de parler de gens. Maintenant, il souhaite également de tout ce que les gens vont faire. Au PDCI, au PPACI, c'est pas lui de choisir. Les gens également trouvent des candidats jeunes. S'il veut choisir chez lui, il reste chez lui. Mais quand il veut choisir chez lui, il ne choisit pas. Il émet un souhait. Il souhaite que là-bas également, de la même façon, ce même souhait-là, quand on arrive à ce niveau de responsabilité qu'est la présidente de la République, un souhait se traduit facilement en acte et en fait. C'est pourquoi on dit qu'il faut se garder de dire certaines choses. Parce que je le dis, demain si l'Assemblée nationale, qui est en majorité RHDP, votait cette loi-là, j'ai dit c'est le souhait de Ouattara qui s'est exprimé et il a forcé la main de ses députés pour le faire. Donc pour dire quoi? Pour dire que Ouattara n'a pas la volonté de passer la main. Moi, non, je ne crois pas. Parce que je le dis que... La présidence de la République n'a ni la chance gardée de Ouattara. Mais il n'a pas la volonté de passer la main. C'est pourquoi ni la chance gardée de Gbagbo. Sinon, les mandats présidentiels, c'était 2 mandats non renouvelables. Ouattara a fait tout pour changer la Constitution. Aujourd'hui, il nous dit encore dans ses propos qu'il n'est pas à son 3e mandat. Il est à son 1er mandat de la 3e République. Mais voyez-vous, de toi à moi. Alors que quand on lui demande, on dit, mais c'est cette modification de la Constitution qui est la cause des coups d'État qu'on observe dans la sous-région. Et le président vient dire ça. C'est-à-dire que chacun peut modifier, faire un 1er mandat, modifier, faire un 5e mandat, modifier, faire un 7e mandat. Non, il faut à un moment arrêter ce jeu-là. Ce n'est pas des mots, c'est des faits. Les faits sont tels que Ouattara a son 3e mandat. Parce que 5 ans, ça fait 3, ça fait 15 ans, ça fait 3. D'accord. Donc vraiment, il n'a pas la volonté de... Non seulement il n'a pas la volonté de faire en sorte qu'une nouvelle génération soit au pouvoir, mais il veut s'imposer de façon à faire, je dis, détourner. Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, c'est bien compris. On va partir pour un autre aspect de cette interview du président Alassane Ouattara. Il s'est prononcé aussi sur le retrait de la force Barkhane du Mali. Pour lui, ce départ laisse un vide. On va l'écouter puis on revient pour les commentaires. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie. Et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures possibles. Même si nous devons dépenser 2 ou 3 ou 4% du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Betta Michel, est-ce que vous partagez cette position du président Alassane Ouattara quand il soutient que le départ de la force Barkhane du Mali laisse un vide?
Bon, d'abord, il faut faire le point de cette force-là au Mali, quand même. Après combien d'années? Plusieurs années. 9 ans. Après 9 ans, ouais, après, on est parti de Serval, après on est venu à Barkhane. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la repoussée des troupes djihadistes? Donc, quand on constate, on sait que les troupes djihadistes sont toujours présentes dans la zone et elles continuent de tuer les populations. Donc, bon, aujourd'hui, quelle patte? Bon, c'est de redéfinir. Le Mali doit redéfinir sa ligne de défense contre le terrorisme pour que nous comprenions mieux les attentes des autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un vide parce que cette force-là va s'implanter à côté du Mali. Elle va au Niger, elle ira en Côte d'Ivoire comme le président Ouattara l'a souhaité, et puis elle ira dans la sous-région. Donc elle sera toujours là pour contenir les avancées djihadistes qu'elle arrive malheureusement pas à contenir. Parce que les effets des djihadistes sont encore présents. Donc moi, je crois que quand on fait l'état de cette situation-là, on se dit qu'il faut réétudier même la question de la lutte antiterroriste dans la sous-région pour que vraiment nos armées nationales s'approprient au mieux cette lutte-là pour mener à bien cette conquête des territoires qui ont été glanés par les combattants terroristes. Alors quand Ouattara dit que ça laisse un vide, est-ce que c'est une peur, une des craintes qui l'exprime? Non, moi je dis, même quand ils étaient là, on voyait les effets des terroristes. Donc le vide là, c'est à quel niveau? C'est pourquoi je dis qu'il faut faire l'état. Parce que, en fait, quand tu dis ça laisse un vide, à quel niveau? Est-ce que les terroristes sont encore avancés, encore plus loin, ou bien ils sont à quel niveau? Donc, il faut faire l'état de ce que la lutte antiterroriste par les forces Barkhane ont apporté, de sorte qu'on puisse estimer maintenant qu'il y a un vide parce que les forces terroristes avancent. Aujourd'hui, le Mali a décidé de prendre en main cette lutte-là. Il faut attendre de voir les effets aussi. Il ne faut pas toujours se lancer dans ces condamnations rapides-là pour dire c'est un vide. Un vide de qui? Un vide de quoi? Bon, c'est quelque chose qu'il faut se poser. Alors, Daouda Sekou, ça laisse un vide ou pas? Oui, absolument. Ça laisse un vide. Lorsque on se réfère à la nocivité et à la dangerosité des groupes terroristes dans le Sahel, il y a de quoi s'inquiéter du départ de Barkhane. Nous savons tous dans quel état le Mali était lorsque l'ancien président en 2013, Dioncounda, a fait appel à la France pour arrêter la progression des terroristes, des djihadistes qui fonçaient droit sur Bamako. N'eût été à l'époque l'intervention de la France, Bamako aujourd'hui serait sous le joug de ces terroristes-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, les djihadistes sont dans leur mouvement expansionniste. Depuis la chute de Kadhafi en Libye, les djihadistes dans leur ensemble veulent trouver des points où ils pourront véritablement asseoir leur diktat et leur suprématie. Et le Sahel, la zone du Mali, fait partie également de leur visée expansionniste. Donc c'est dire que Barkhane, quoi qu'on dise, a impacté quand même positivement, l'a freiné, l'arrêté des djihadistes à pouvoir progresser. Donc quand le président dit ça va créer un vide, bien évidemment ça va créer un vide parce que le combat contre le terrorisme, c'est un combat asymétrique. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée qui est répertoriée, qui est là avec des soldats, des chars, des armes qui sont là, qui sont visibles, qu'on peut véritablement appréhender. C'est des gens qui se fondent dans la population, sous la couverture souvent de paysans, sous la couverture souvent de chauffeurs. Donc il est très difficile de faire le distinguo entre le djihadiste, le terroriste et l'habitant, et le citoyen lambda. Donc dans ce contexte, il est très difficile de mener une guerre véritable contre ces gens-là. Il faut user de stratégies, de tactes, de renseignements, de beaucoup d'informations, ce qui fait souvent que le combat contre le terrorisme s'étend sur la durée. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que le profane ignore et que les stratèges militaires savent. Et ça, lorsque l'un dans l'autre, lorsqu'on fait recours à ces choses-là, ce n'est pas une tâche aisée. Donc, il faut dire, le départ de Barkhane va forcément créer un vide au Mali. Alors, ce départ de Barkhane, c'est un échec pour cette force militaire? Non, pas du tout. Moi, je ne parle pas d'échec. Et puis, quand Barkhane quitte le Mali, il ne quitte pas la zone sahélienne. Ça, heureusement pour nous. Est-ce que c'est pas parce que cette force a échoué qu'elle quitte justement Non, pas du tout. C'est pas parce qu'elle a échoué. Elle quitte le Mali par la volonté de la junte au pouvoir. La junte aujourd'hui estime qu'ils ont un nouveau partenaire militaire, en l'occurrence les mercenaires de Wagner. Elle estime aujourd'hui qu'il est plus aisé pour eux de travailler avec Wagner que les Français. Donc, elles ont émis la volonté aux autorités françaises de tourner kazakh, de plier bagages. Et c'est dans cet ordre d'idée que la France a décidé de ne plus rester au Mali.
Bon, pourquoi rester au Mali lorsque les autorités avec lesquelles nous devons discuter ne veulent plus de nous sur leur territoire? Donc, la France a estimé en toute responsabilité de plier bagage, d'aller dans les pays qui sont demandeurs par rapport à la présence contre la lutte. Parce que si la France quitte la zone sahélienne, je vous donne peut-être 6 mois, 7 mois, toute la zone sera inondée par les terroristes qui, il faut le dire, sont surarmés, qui sont des vrais combattants, qui ont une volonté expansionniste, comme je l'ai dit, d'implanter leur califat dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Beta Michel, c'est un échec pour la force Barkhane? Non, mais c'est un échec, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, cet échec-là, comment il faut le capitaliser pour avancer? Parce que la lutte ne doit pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate que Barkhane doit quitter le Mali, après 9 ans, sans effet évident, hein, je peux dire, de constater que les terroristes ils sont allés plus loin que dans le Mali, ils sont encore dans le Mali. Donc, je crois que c'est un échec. Maintenant, cet échec-là, comment le récapitaliser pour ne pas qu'il soit vraiment une bourraxe pour la sous-région? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'avec le départ des troupes françaises du Mali, elles ont échoué à freiner, à endiguer le terrorisme au Mali. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles puissent endiguer le terrorisme là où elles seront désormais? Voilà, donc je pense que c'est un échec, mais comme tout échec, on doit en tirer les leçons. Alors, cet échec-là, comment on peut l'expliquer? Non, mais cet échec-là, c'est un peu... Moi, je dis, c'est dommage, mais la France a un rôle en Afrique qui est souvent ambigu. Elle est venue pour une attitude de défense contre les forces terroristes. Mais son implication politique est telle que, on en a vu les propos de son ministre des Affaires étrangères, c'est excessif. C'est excessif. Tu vois, donc ça fait que son rôle en Afrique, lorsqu'on l'attend, là où on l'attend, elle n'est pas tout le monde là-bas, mais elle est plus dans la politique politicienne. Et ça crée des frictions et on a vu les conséquences en Côte d'Ivoire. Lorsque les forces d'imposition sont venues pour bloquer l'avancée de la rébellion, on a vu toutes ces frictions que ça a créé au sein des populations, avec les autorités. Donc c'est ce rôle souvent ambigu-là qui est à la base de ces frictions qu'elles rencontrent dans les pays africains. Parce que quand tu viens défendre, il faut défendre. Il faut faire ce pourquoi tu es là. Mais ton implication politique ressemble plus à une volonté de contrôler le pays que de défendre là où on t'a mis pour défendre. Alors, cette implication politique de la France, vous voyez la même chose? Bon, avant de voir ça, j'aimerais d'abord venir sur la présence française. Vous savez, lorsque les Français interviennent dans ces zones-là, la France ne se substitue pas aux armées nationales de ces pays, non. La France vient en appui, la France vient en appoint. Il revient aux armées de ces pays-là de prendre vraiment, véritablement leur destin en main, de combattre avec, bien évidemment, l'appui de la France. Bon, on a l'impression que ces pays-là veulent que la France même soit au premier niveau du combat. Non, non, non. Alors justement, est-ce que le Mali peut continuer à lutter contre le terrorisme? Non, seul le Mali ne pourra pas. Sans la France. Non, seul le Mali ne pourra pas. Seul, c'est impossible. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Hein. Les mercenaires de Wagner ne sont pas au Mali pour les bouger des Maliens. Ils s'en fichent éperdument du Mali. Ils sont là pour 2 raisons principales. D'abord, la première raison, c'est de veiller à l'intégrité physique de la junte militaire au pouvoir. La junte a pris attache avec ces mercenaires-là pour d'abord leur sécurité à eux d'abord. Et les militaires qui occupent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les richesses. Ce qu'on reproche aux Français. Mais c'est la même chose, les Russes font au Mali. Une volonté de prédation des richesses du Mali. Ils le font en Centrafrique. Aujourd'hui, le gouvernement centrafricain a maille à partir avec les rebelles de Wagner, avec les mercenaires de Wagner, sur le mode de paiement. Tu es journaliste, tu sais de quoi je parle, sur le mode de paiement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une friction entre le président Touadéra et les mercenaires de Wagner par rapport aux arriérés de paiement qui leur est dû. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'au Mali, on fasse très attention. C'est des mercenaires, Poutine l'a dit. Poutine a dit à Macron la dernière fois que la Russie officielle n'est pas présente au Mali. J'aurais été à l'aise si c'est la Russie officielle qui était au Mali, mais des mercenaires, c'est des gens sans foi, sans loi, qui agissent par la force de leurs armes. Donc, j'ai bien peur qu'un jour, leurs armes se retournent contre ces jeunes militaires au pouvoir au Mali. D'accord. Beta Michel, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a dit? Non, moi je pense que c'est des analyses qu'il fait, mais la réalité est tout autre parce qu'aujourd'hui, l'État malien estime qu'il est mieux de collaborer avec Wagner que de collaborer avec la force française. Donc moi je pense qu'on attend de voir quand même les résultats. Parce qu'il ne faut pas tout de suite condamner, il faut attendre de voir, hein, après quelques temps passé avec Wagner, on verra les résultats. Si les résultats sont mieux que ce qu'on a vu avec la France, on aura applaudi. Est-ce que le Mali peut lutter seul désormais? Non, le Mali vous a dit qu'il ne lutte pas seul. Lui, il y a une force qu'il a fait venir, les forces Wagner.
Donc je pense qu'ils vont augmenter peut-être ces forces-là pour pouvoir faire face aux terroristes. Maintenant, on va apprécier. Moi, je pense qu'il faut juger les choses aux actes et aux faits. Donc après quelques mois, on fera le bilan. Et justement, on parle d'un redéploiement de la force Barkhane au Niger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne stratégie dans cette lutte contre le terrorisme? Non, moi je dis qu'aujourd'hui, il ne peut plus rester au Mali, il faut qu'il trouve un point de chute. Et c'est le Niger, ils ont trouvé. Bon, maintenant, quelle stratégie ils vont développer au Mali pour contenir l'avancée des rebelles djihadistes? Donc, toutes ces questions-là restent à poser, parce que nous ne sommes pas des stratèges militaires, nous observons les mouvements des troupes, nous observons les mouvements des armées, et puis nous nous posons la question, mais aujourd'hui, moi je pense que ce qui aurait été mieux de faire après cet échec au Mali, de faire le point, le bilan de cette force Barkhane dans la sous-région. Quels étaient les gains, quelles étaient les avancées, où aujourd'hui on est la lutte terroriste dans ces régions-là. Parce que, en fait, comme mon ami Sekou le disait, Dao le disait, c'était pour permettre aux armées nationales de lutter. Mais jusqu'ici, les armées nationales sont toujours en arrière des armées étrangères. Donc, toutes ces questions-là, il faut les remettre au goût du jour pour pouvoir, non seulement former même ces armées nationales-là à prendre le devant de la lutte, de sorte que cette armée étrangère-là puisse se retirer de peu à peu. Voilà un peu, il faut mettre ça Alors, M. Dao, redéploiement de la force Barkhane au Niger, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il y a des voix qui s'élèvent au Niger pour s'opposer à l'arrivée de la force Barkhane au Niger. Non, il faut éviter le populisme. Vous savez, nous les Africains, on verse trop dans le populisme, souvent sans maîtriser les contours d'une situation. La présence française contre les djihadistes dans le nord du Mali, au Sahel, n'est pas seulement pour la région sahélienne. Leur présence constitue un frein à l'évolution du djihadisme en Europe. Il faut que les gens comprennent cela. À quel niveau? Comment? Expliquez-nous cela. Si les Européens, les Occidentaux laissent cette zone-là aux mains des djihadistes, mais forcément, les actions futures de ces djihadistes-là viseront l'Europe. Et c'est cette hantise-là, cette psychose qui les préoccupe au point où ils ont décidé de se baser dans ces zones-là pour porter un coup d'arrêt à la visée expansionniste de ces terroristes-là. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ces djihadistes, ils sont dans une logique de conquérir le monde, malheureusement sous le prétexte fallacieux de l'islam. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils sont dans cette logique-là de vouloir étendre leur emprise non seulement sur l'Afrique, mais également des pays européens qu'ils considèrent comme le grand Satan. Donc, conscients donc de cela, les Français et les Européens dans leur ensemble ont décidé de les contenir là, en Afrique de l'Ouest, pour ne pas qu'ils puissent déporter, exporter leurs visées expansionnistes sur leur territoire. Et donc, je pense que Barkhane a déjà fait. Ils ont assassiné Drukdel, le patron de l'État islamique dans le Sahel, avec le patron également du Moudjahou, qui était également basé dans cette région-là. Donc, ça dit que tout n'a pas été rose, mais beaucoup a été fait quand même pour freiner un tant soit peu l'évolution de ces djihadistes dans cette zone. Donc, le redéploiement, pour moi, je suis content, parce que de par leur position, ils pourront toujours mener leur combat pour éradiquer ou sinon pour véritablement atténuer l'avancée des djihadistes sur le terrain. D'accord, on va boucler avec cet entretien du président Ouattara qui a été accordé aux médias français RFI et France 24. On va s'intéresser là à un autre sujet qui a beaucoup fait parler ici en Côte d'Ivoire. C'était le jeudi 10 février 2022. Plusieurs projets de loi étaient sur la table des députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour examen, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Ce projet de loi a été rejeté par les députés des groupes parlementaires PDCI, RDA et EDS. Ils estiment que cette question étant déjà à l'ordre du jour du dialogue politique en cours, il ne faut pas en parler à l'Assemblée nationale jusqu'à la conclusion du dialogue politique. Alors, Bertrand Michel, comment vous appréciez cette attitude des députés du PDCI, RDA et puis de EDS? Non, ce n'est pas l'attitude des députés du PDCI, RDA et du EDS qui est soit appréciée ou bien ne pas appréciée, mais c'est plutôt la démarche du gouvernement ivoirien dans cette attitude-là. Un gouvernement qui est en plein débat pour dire quoi, le dialogue politique en vue d'aplanir nos différends autour des élections, qui vient encore à un niveau où il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Nous avons les élections, c'est pour
plusieurs années encore d'attendre. Donc, ils viennent là, ils veulent imposer un nouveau dictat au niveau du Conseil constitutionnel. Vous savez, le Conseil constitutionnel était une des plaies de la crise en 2010, encore même en 2020, en 2020. En 2010 et en 2020. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, s'il y a lieu de rétablir les choses au niveau des élections pour qu'on arrive à un consensus électoral autour de cette question, il faut inclure la question du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi aujourd'hui vouloir encore imposer les... Parce que là, quand tu vois, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, dans sa forme qui a été présentée à l'Assemblée nationale, impose maintenant les représentants du chef de l'État, impose en plus des représentants du chef de l'État qui sont les députés RADP, bien entendu, parce que l'Assemblée nationale aura 2 représentants, le Sénat aura des représentants. Donc tout cela fait en sorte que le Conseil constitutionnel est noyauté par le pouvoir aujourd'hui, si on s'en tient à cette nouvelle loi qui vient d'être votée. Donc voilà un organe qui doit décider pendant les élections et qui nous a posé des problèmes qui est encore aux mains du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on espère? Est-ce que le pouvoir va donner la décision du peuple lorsqu'il s'agira de donner la décision du peuple dans les urnes? Voilà un peu. Est-ce qu'au nom du dialogue politique, il faut interrompre le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Non, l'Assemblée nationale a beaucoup de travaux à faire. Ce n'est pas seulement le Conseil constitutionnel sur lequel... Le dialogue politique, on peut dire que c'est le pouvoir exécutif. Oui. Et puis le Parlement, c'est le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de lois qui doivent être votées au sein de l'Assemblée nationale qui impactent le peuple, qui impactent les populations. Et vous ne trouvez pas cette loi importante? Non, pour l'instant, cette loi, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à venir la faire voter maintenant. On peut attendre de finir le dialogue politique simplement et puis la faire. Moi, je crois qu'il faut aider. Il faut aider les Ivoiriens. Il faut aider le gouvernement. Il faut aider les autorités à vraiment cultiver cette volonté d'aller à une paix véritable dans la conduite des affaires de l'État. Il ne faudrait pas la belligérance, ça nous a apporté quoi? La Côte d'Ivoire s'est battue on s'est battu depuis le départ du fouet. Et on a vu quoi? On a vu que personne n'est fort. Il n'y a pas de fort. Il n'y a que des Ivoiriens qui souffrent, il y a des Ivoiriens qui meurent dans ces crises-là. Donc quand on a l'occasion de donner un coup d'accélérateur à la paix, il faut se donner totalement. D'accord. Voilà, il ne faut pas biaiser avec la paix. Alors, M. Dao, Beta estime que c'est la démarche du gouvernement qui est plutôt problématique et non l'attitude des députés de l'opposition. Moi, j'estime que la Constitution ivoirienne a toujours été le talon d'Achille en matière d'organisation ici en Côte d'Ivoire. Les différentes crises que nous avons connues sont toujours parties de l'appréciation faite par le Conseil constitutionnel. Donc j'aurais été heureux que ce vote-là soit un vote consensuel, c'est-à-dire aussi bien les membres du parti au pouvoir et l'opposition votent de façon unanime cette loi portant sur le Conseil constitutionnel, de manière à rasséréner les différentes composantes même de la société politique ivoirienne. Parce que tel que c'est fait, l'opposition a voté contre cette proposition, contre ce projet de loi, ce qui, à mon sens, traduit une suspicion, légitime ou pas, une suspicion, puisqu'elle estime qu'il y a des éléments dans ce projet de loi-là qui font la part belle au parti au pouvoir. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait légitime. Nous sommes en démocratie. Donc, vous trouvez cela normal? Libre. Mais bien sûr, puisque chacun joue sur ses intérêts, chacun joue. Donc, si l'opposition estime qu'il y a des articles, il y a des éléments dans cette proposition, dans ce projet de loi-là qui peuvent leur être préjudiciables, qui peuvent être une sorte de pénalité pour eux, mais ils sont en droit de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que j'ai dit, le Conseil constitutionnel quand même est trop sérieux. J'aurais voulu quand même qu'il y ait un vote consensuel, c'est-à-dire qu'on vote à 100% ce projet de loi-là pour véritablement éliminer toute suspicion vis-à-vis de cette loi qui, pour moi, est une loi fondamentale pour la paix, pour la sérénité, pour la stabilité du pays. Alors, ce qui a un peu attiré l'attention des gens, c'est que aucune proposition n'a été faite par ces députés-là. On s'interroge sur l'importance de leur réaction. Oui, non, parce que l'opposition estime que les réformes qui ont été faites ont été faites à minima. Il y a des éléments essentiels, par exemple, la composition même du Conseil constitutionnel qui fait une part belle au parti au pouvoir.
l'opposition aurait voulu quand même avoir un regard là-dessus pour voir à quel point les membres, les différentes composantes pouvaient être équilibrées, c'est-à-dire aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition. Mais lorsque un organe qui est censé porter à bras le corps l'avenir d'un pays à travers les élections se trouve déjà handicapé par le nombre de personnes qui siègent dans son sein, favorables au parti au pouvoir, déjà la suspicion naît à ce niveau-là. Donc je pense que, comme il a dit, il n'y avait pas péril en demeure, il n'y avait pas danger véritablement. Les élections présidentielles, c'est dans plus de 4 ans, en 2025. On aurait pu quand même prendre le temps de toiletter les textes, de voir tout ensemble avec nos frères de l'opposition et tout ça, avant de passer à un vote de loi qui aurait pu être consensuel à mon sens. Alors, M. Betta, selon des députés RHDP, l'attitude des députés PDCI et puis EDS a pour objectif de militer en faveur de la nomination de personnes au titre de la société civile et de représentants de l'opposition au sein du Conseil constitutionnel. Qu'en dites-vous? Non, mais ce n'est pas les personnes qui les représentent qui importent. Mais je dis que ce soit au niveau de l'opposition, on veut des personnes qui puissent décider sans parti pris. Ok, on connaît les tendances dans ce pays quand même. On sait qu'au niveau de l'Assemblée nationale, si c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit désigner des représentants, il va désigner des représentants RHDP. Si c'est le président du Sénat qui doit désigner des représentants, il va désigner des représentants RHDP. Donc, il faut donner l'occasion à l'opposition aussi de proposer des personnes. C'est des Ivoiriens, non? On veut des Ivoiriens au sein de ce Conseil constitutionnel. Donc, on peut dire, il y a des députés de l'opposition, il y a un groupe parlementaire PDC, on peut leur dire, proposer aussi des personnes, de sorte que le Conseil constitutionnel on puisse avoir des voix autres que celles de ceux présentés par le parti au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ce ne sont pas les conséquences des boycotts des élections? Les élections ont été tellement boycottées par l'opposition qu'aujourd'hui, on se retrouve en minorité à l'Assemblée nationale. Et puis, quand ce genre de situation arrive... Non, la question n'est pas... Non, tu sais, la minorité, la voix de la minorité n'est pas ignorée quand même. On n'est pas en démocratie pour ignorer la voix de la minorité. Contrairement à ce que les gens pensent. La démocratie, ce n'est pas la voix de la majorité forcément. Non, c'est le consensus autour des questions essentielles. C'est ça la démocratie. Sinon, à quoi ça sert? Si j'ai gagné, bon, j'ai gagné et puis je gère comme je veux, et puis bon, vous assumez l'opposition. Non, c'est pas comme ça la démocratie. Je crois que la minorité doit être écoutée. Même si elle est minoritaire à l'Assemblée nationale, il faut écouter sa voix. Elle dit qu'aujourd'hui, on va former l'organe constitutionnel qui va se charger de prononcer la décision électorale au cours des prochaines élections. Donc, il faut faire en sorte que cet organe-là ait des représentants aussi bien de l'opposition que du parti au pouvoir. On l'a fait pour la CEI, pourquoi on ne le ferait pas pour le Conseil constitutionnel? C'est le modèle que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire, le modèle de Conseil constitutionnel que vous souhaitez pour la Côte d'Ivoire là. Quel est le modèle que moi je souhaite pour la Côte d'Ivoire? C'est un modèle consensuel, un modèle qui agrée toutes les tendances politiques, un modèle qui fasse en sorte que demain, si le Conseil constitutionnel se prononce sur une décision, il n'est pas à redire, parce qu'on sait que tout le monde a vu, tout le monde sait et tout le monde peut le dire. Voilà un peu. Alors, vous partagez le même modèle, il faut un conseil constitutionnel avec des représentants du pouvoir et puis de l'opposition, comme la CEI. Oui, ce serait souhaitable pour éviter encore les crises à n'en point finir, parce que je suis sûr d'une chose, si le Conseil constitutionnel il est consensuel, je suis sûr que les résultats issus des élections qui seront proclamés par ce Conseil constitutionnel-là ne trouveront pas à redire. Tout le monde sera d'accord sur les résultats et personne ne va crier au scandale. Mais lorsqu'il y a une suspicion qui plane déjà sur la qualité de ceux mêmes qui animent ce Conseil constitutionnel-là, quels que soient les résultats, surtout lorsqu'il est en faveur du parti au pouvoir, forcément il y aura des grincements des dents, il y aura encore des sorties qui pourront encore jeter l'huile sur le feu et puis nous faire replonger dans ce que nous avons connu il y a peu. Donc je pense qu'il faut trouver un mécanisme de manière à satisfaire tout le monde, même si l'unanimité ne peut pas se faire, mais de manière à amoindrir les frustrations, de sorte que tout le monde puisse accepter la composition du Conseil constitutionnel pour nous éviter encore des bains de sang. D'accord, c'est bien compris. Merci pour vos différentes analyses sur ces premiers sujets. On va partir maintenant pour le tout dernier sujet de cette émission dans le Focus aux médias africains. Là, on va parler du 6e sommet Union européenne, Union africaine à Bruxelles en Belgique.
Reporté de près de 2 ans à cause de la pandémie de Covid-19, le 6e sommet réunissant l'Union européenne et l'Union africaine se tient les jeudis 17 et vendredi 18 février 2022 à Bruxelles. Quelques semaines seulement après que la France a hérité de la présidence semestrielle tournante de l'UE, l'occasion semblait rêver pour Paris de se poser comme le moteur européen de la refondation des relations entre les deux continents. Une refondation dont le président Emmanuel Macron se veut le héros depuis son arrivée à l'Élysée en 2017 et qui passe par la réaffirmation de la prééminence de l'Alliance de l'Europe avec le continent africain face aux bulldozers économiques et financiers chinois et aux appétits d'autres puissances émergentes. Le script du précédent sommet UE-UA à Abidjan fin novembre 2017 consacré à la jeunesse avait été amendé dans l'urgence sous le poids du scandale de la vente comme esclave de migrants subsahariens en Libye. L'actualité va-t-elle de nouveau escamoter l'ambition de ce sommet, censé renouveler la relation privilégiée de l'Europe avec l'Afrique? En prenant la présidence de l'UA, début février, le président sénégalais Macky Sall rappelait que l'Afrique a besoin d'un financement additionnel d'au moins 252 milliards de dollars, soit 221 milliards d'euros, d'ici à 2025 pour contenir le choc de la pandémie et amorcer sa relance économique. Il ne s'agit là que de surmonter les effets de la Covid-19, pas de rattraper les retards de développement. Jeudi et vendredi à Bruxelles, les dirigeants présents répartis en cette table ronde se pencheront sur les thématiques éligibles aux fonds européens, financement de la croissance, santé et production vaccinale, transition énergétique, numérique et transport, agriculture et développement durable, éducation, formation professionnelle, mobilité et migration, appui au secteur privé et intégration économique, paix, sécurité et gouvernance. Bertin Michel, normalement ce sommet était prévu pour 2020, mais du fait de la pandémie à coronavirus, ça n'a pas pu se tenir en 2022. C'est une réalité. Que vous inspire comme commentaire ce sommet? Vous savez, les sommets UA-Afrique, il y a eu plusieurs sommets UA-Afrique. Par le passé, d'aucuns disaient que ces sommets-là étaient pour seulement en faire entendre la voix de l'Europe auprès des chefs d'État africains. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans un nouveau schéma. Il n'y a même pas eu de plénière. Ils sont rentrés tout de suite en travaux avec des tables rondes. Mais je dis que ces sommets-là aussi ont besoin d'un bilan. Il faut faire les états généraux des sommets. De ces sommets. Voilà, de l'aide. De sorte qu'on sache à quel niveau on est aujourd'hui. Parce que je crois qu'on aime naviguer à vue sur ces questions essentielles. C'est-à-dire qu'on a une coopération qui dure depuis 60 ans. Parce qu'avec, je dis plus de 60 ans, parce que nos colons, ceux qui nous ont colonisés, aujourd'hui nous sommes dans une étape de l'Afrique où la jeunesse a émergé pour comprendre que les enjeux du développement sont partout. Quand ils disent sont partout, on peut se développer bien entendu avec la Chine, on peut se développer avec les États-Unis, on peut se développer aussi avec l'Europe. Maintenant, il faut faire les états généraux de cette coopération pendant toutes ces années pour voir à quoi a servi cette coopération réellement, où a été injectée l'aide. Parce que souvent on parle d'aide, mais moi je dis il faut qu'on quitte des schémas d'aide là. Parce que l'aide, on a vu que l'aide au développement, ça n'existe pas. Parce qu'on a donné de l'argent, mais on n'est pas arrivé là où on doit arriver. Donc il faut faire les états généraux. Et c'est à qui la faute? Non, je ne veux pas. Est-ce que ce n'est pas la faute aux dirigeants? Non, on ne va pas arriver à se culpabiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, la question n'est pas de chercher un coupable. La question est de chercher des solutions. Moi je suis de cette Afrique-là qui pense que il faut trouver les solutions à notre misère. Il faut trouver des solutions à notre sous-développement. Il nous faut trouver des solutions. On ne va pas rester là à se culpabiliser. Et ce sommet ne peut pas trouver des solutions. Non, dans la démarche où il est parti, là, dans la démarche où il va là, moi je crois qu'il ne va pas trouver des solutions. Il va nous ramener dans ces mêmes schémas-là, ce qui serait dommage. Pour moi, aujourd'hui, la question essentielle en Afrique, c'est de faire les états généraux de tous ces sommets-là, de ce qu'on dégage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand on a ce qui n'a pas marché, on cherche qu'est-ce qui peut marcher. Voilà. Qu'est-ce qui peut marcher? Aujourd'hui, moi, je pense que on nous dit même qu'ils vont créer des unités de production de vaccins, tout ça. Mais moi, je dis, c'est pas de créer des unités, c'est de former des gens qui peuvent fabriquer des vaccins. Parce que c'est ça aussi. La ressource humaine, l'Afrique est le continent le plus peuplé. Mais en matière de ressources humaines qualifiées, on est les plus pauvres. Donc la ressource humaine, c'est la richesse. C'est là, moi, je pense que l'Afrique doit centrer sa volonté d'aller au développement par la formation de ses ressources humaines afin qu'elles soient à même de
tirer la richesse dans ce sous-sol africain pour en faire le développement. C'est ça pour moi. Monsieur Dao, il faut aussi des états généraux de ce sommet. Bon, je pense que ce serait l'idéal, mais avant les états généraux, il faut dire que ce sommet, ce 6e sommet UIA, est différent des autres sommets. Parce qu'à ce sommet, il y a une volonté manifeste des dirigeants africains de s'affirmer. De s'affirmer parce que... Et comment ils le font? Comment ils le montrent? Oui, c'est-à-dire ce sommet, il va falloir d'abord refonder et repenser la coopération Union africaine, Union européenne, Union africaine. Parce que vous savez, longtemps nous avons navigué dans une coopération où on avait de l'autre côté un chat et de notre côté une souris. Les Occidentaux étaient le chat, nous étions la souris, et forcément le chat il bouffe toujours la souris. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les dirigeants africains veulent véritablement s'assumer, parler d'égal à égal avec les Européens, leur dire que nous avons les ressources, vous les exploitez, mais en partie, il faudrait que vous nous aidiez également à atteindre nos objectifs de développement, nos objectifs d'industrialisation, nos objectifs réels de lutte contre la pauvreté. Et donc, c'est de ça qu'il va s'agir à ce sommet-là. Il y a déjà des tables rondes, il y en aura 7 au total, c'est du jamais vu. On attaque déjà de fond les problèmes réels, 7 tables rondes, pour amener les Occidentaux véritablement à s'appesantir sur ces éléments que je viens de citer. Le président Macky Sall a informé les chefs d'État européens lors de ce sommet qu'il y a plus de 600 millions de personnes en Afrique qui manquent d'électricité. Et ça, c'est très grave. En 2022, on ne peut pas concevoir qu'il y ait encore en Afrique plus de 600 millions de personnes qui n'aient pas accès à l'électricité. Et c'est la faute aux Européens? Non, pas la faute en tant que telle. Ils sont indirectement comptables de ce qui se passe ici, puisque nos ressources sont à leur disposition, mais en retour, l'Afrique ne bénéficie pas véritablement de l'impact de ces richesses-là. Donc aujourd'hui, les chefs d'État africains, 40 au total qui sont à ce sommet-là, et 27 dirigeants européens, vont véritablement plancher sur ces questions-là. Questions de santé, de développement, d'industrialisation du continent, à l'effet de permettre véritablement aux Africains de jouir véritablement de leurs richesses et de jouir également de l'impact, de l'appui des Européens là, sur le continent africain. Alors, M. Betta, vous voulez réagir je voulais réagir au niveau où il dit que l'Africain veut réellement s'affirmer. Tu vois, ce sommet-là me fait penser, je vais prendre cette image simple-là, une femme qui a beaucoup de grandeur. Tu vois, non? L'Afrique a aujourd'hui l'Asie qui lui court après, les sommets Japon-Afrique, les sommets Asie-Afrique, les sommets Chine-Afrique, les sommets Russie, Turquie-Afrique. Donc, tu vois, il a beaucoup de femmes. Et puis, elle dit, bon, écoute, bon, si tu me veux aujourd'hui, bon, voilà les conditions. Moi, j'ai dit, c'est pas comme ça qu'on atteint le développement. On ne nous donnera jamais le développement. Ça, il faut que l'on se le dise. Personne ne nous donnera le développement. Il nous faut nous approprier le développement. Et nous, le développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la capacité de transformer ce que tu as en ressources consommables et utiles à tes populations. Mais c'est ça le vrai problème. L'Afrique ne peut pas toujours donner de la matière première. Il faut que l'Afrique transforme sa matière première. Il faut que l'Afrique utilise sa matière première. L'Afrique a la plus grande population. Oui. Donc, bref, pour dire que, en fait, la manière dont le sommet est conduit là, ça va nous faire retomber dans le même schéma. Non, et moi, je ne suis pas optimiste. Je ne suis pas optimiste quant à ce sommet-là. Peut-être que c'est que vous allez constater, hein, je vais vous dire dès maintenant, si vous allez constater, on aura beaucoup d'argent, mais ce même argent va repartir. Non, je ne suis pas sûr, parce que dans l'interview du président de la République... Il a dit qu'on a besoin de 600 milliards, d'une certaine somme là, d'euros. Mais je ne pense pas. Cet euro-là, on l'utilise, je me rappelle, vous voyez, on nous a parlé... Non, je vais conclure là. On nous a parlé en son temps de PPTE. Ça s'est transformé en quoi? De DTT, c'est-à-dire des endettements. Hein? Et bon, j'ai pas les suites. Maintenant, je disais quoi? C'était quoi le but? On nous envoie des experts qui nous définissent ce sur quoi. Et nous leur disons, nous avons besoin de ça. Ces experts-là traduisent ça en réalité avec ce que ça coûte, l'expertise d'abord, l'étude de faisabilité, avec ce que ça coûte en termes d'entreprise qui va fabriquer. Et toutes ces entreprises-là, ça vient de là-bas. Nous, on n'est que les PME. Et bref, pour dire qu'on revient encore à ces schémas où l'Afrique ne consomme que ce qu'on lui donne et elle ne fait que répartir les richesses là où les richesses sont quittées. C'est à ce on va assister. D'accord, oui. Monsieur Dao, je suis d'avis avec toi sur un point, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les mentalités sont en train de changer.
Dans l'interview du président de la République en marge de ce sommet, lorsqu'on lui a posé la question sur la déforestation, sa réponse a été sans embâche, il a été clair. Il a dit que c'est les Occidentaux même qui sont les premiers pollueurs et qu'on ne peut pas du coup accuser les pays africains producteurs de cacao de quoi que ce soit. Que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle race de jeunes Africains, de jeunes leaders, de jeunes dirigeants qui ont à cœur de s'affirmer, de prendre les choses en main. Et donc, dans cette vision, dans cette optique, les Européens, ils en sont conscients. Ils savent que la donne est en train de changer en Afrique et il va falloir marcher comme sur des œufs. Et donc, je pense que ce sommet-là va fortement contribuer à rebattre les cartes pour que chacun puisse véritablement jouer le rôle qu'il lui a dû. Merci à chacun d'entre vous d'avoir joué son rôle d'analyste à travers les sujets qui ont été présentés ce soir dans cette émission. La revue de presse grand format, M. Beta Michel, directeur de publication du journal Le Bélier, merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Dao Sekou, analyste politique, merci aussi à vous d'avoir été là pour nous aider à décrypter l'actualité nationale et internationale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Portez-vous bien, à très vite.